Art, communication, esprit, 13300, cité Nostradamus. Philosophie. L'automobile est-elle, comme on a pu le dire, le fléau du XXe siècle? Bien avant de penser à une nouvelle source d'énergie, l'homme avait imaginé des carrosses ou des chars sans chevaux et déjà dans les machines de guerre. Il employait des mécanismes actionnés par lui-même, quand il ne pouvait pas se servir d'animaux domestiques. De là remplacer l'énergie musculaire par une autre source d'énergie capable de mouvoir le véhicule, il n'y avait qu'un pas. Aujourd'hui, l'automobile, si elle avait été conçue comme un moyen de transport, s'est déviée de son objectif premier. Elle représente pour nous un prolongement et un moyen donné à notre personnalité de s'exprimer. Qu'il soit indéniable que nous soyons confrontés à notre propre image d'homme moderne, c'est un point. De là à modifier notre comportement, cela est un second point auquel nous n'adoptons pas toujours. Dans notre société économique, l'automobile est un facteur décisif pour nos déplacements, quels qu'ils soient, qui nous paraissent. Sans elle, et notre manière de vivre serait restreinte et un décalage notoire avec nos semblables serait tel que nous ne disposions pas s'il ne serait pas impossible de participer aux activités de la société. Dans un premier temps, nous verrons les aspects positifs que nous apporte le véhicule automobile, que ce soit du point de vue psychologique ou social. Dans un deuxième temps, nous évoquerons les aspects négatifs qu'elle prodigue et nous serons tentés de dire qu'elle prodigue presque sournoisement en nous. Dans la synthèse, nous nous pencherons sur les conséquences et retombées que nous devons subir quant à son utilisation qui est devenue synonyme de progrès, sinon une drogue de la civilisation humaine. Nul ne refuserait d'admettre que l'automobile a apporté un surcroît de bien-être à l'humanité. L'automobile a supprimé surtout les marches sous la pluie, dans le froid, en permettant à l'homme de se déplacer en restant pratiquement dans sa maison, ou du moins dans une extension de sa maison, extension bien chauffée ou aérée selon le cas, dans laquelle il se sent d'ailleurs à l'abri, isolé du décompresseur, du reste du monde, comme une tortue dans sa carapace. Qui dans son entourage n'a pas entendu « je vais faire un tour » qui permet de décompresser, de se calmer les nerfs en roulant simplement à bord de la disponible automobile, faisant office de confidente et même de divinité, puisque l'homme peut s'adresser à quelque chose de physique et de concret, comme un animal, tout en ayant le soulagement du secret. On peut se demander aussi si le prétexte du paquet de cigarettes à aller acheter n'est pas aussi une prise de décision soudaine de respirer et de s'aérer au contact familial ou amical qui est devenu trop pressant. L'automobile sert dans ce cas de soupape de sécurité, de refuge idéal, puisque mobile et se pliant à toutes les directives du chauffeur. La voiture permet d'éviter la fatigue des longs déplacements, d'arriver bien souvent au terme d'une longue étape frais et dispo, prêt à travailler ou à entreprendre des discussions d'affaires, entre autres, puis à rentrer chez soi le soir même. De plus, l'homme peut apporter dans ses déplacements, sans fatigue et sans encombrement, le matériel et les bagages qui lui sont nécessaires. Nous comprenons que l'automobile n'est pas seulement un moyen de transport, mais c'est avant tout le plus extraordinaire machine de défouler les complexes que nous ayons jamais mis au point. En ce sens, elle sert à réévaluer la personnalité des automobilistes. L'homme de tous les jours, l'homme brimé par ses semblables, énervé par son patron, torturé par sa femme, pourchassé, persuader les individus qui doivent contribuer à des causes communes, alors que des comportements égoïstes sont dans l'immédiat les plus avantageux. Chaque individu peut choisir soit de contribuer au bien-être commun, notamment en précisant la commodité des transports alliés à la sécurité de tous par le respect du code de la route, soit de trahir et de tirer avantage du sacrifice des autres, en enfreignant les règles élémentaires instaurées. Tous les automobilistes obtiennent une part égale du bien commun, de l'infrastructure routière,
de l'avancée technologique, de la recherche de la sécurité grâce au code de la route, quelle que soit leur personnalité. Par conséquent, chaque personne qui coopère fait tendre le bien commun vers une valeur positive du transport automobile, mais ne reçoit en échange qu'un retour de cette valeur ajoutée par le bien-être des êtres humains, des contrôles et des sanctions moins élevées du véhicule par les gendarmes, d'une pollution moins élevée distillée par les pots catalytiques et le carburant sans plomb. Le profit est diminué par les égoïstes qui bénéficient plus qu'ils ne contribuent. Ainsi, le véhicule automobile agit malgré lui un testeur de la personnalité des individus qui se réévaluent leur opinion de façon irrégulière et asynchrone et déclenche de coopérer ou de trahir. Si les automobilistes fondent leurs décisions sur le nombre des individus qui coopèrent, information parfois imparfaite ou décalée dans le temps, il demeure que la somme des actions de tous les individus reflète le degré de coopération ou de trahison dans la société. L'automobile permet en quelque sorte de réguler la personnalité des automobilistes par rapport à la société. Elle donne à notre personnalité le moyen de s'exprimer dans les limites d'une convention et de trouver notre place en tant que citoyen. Par l'esprit d'imitation et de concurrence, en plus de l'abaissement des prix de production de la voiture, s'est créée une égalisation à un niveau supérieur et un élargissement d'une classe moyenne. Pour l'augmentation des revenus, l'individu devait moins perdre de temps en déplacements fatigants. S'il nous est devenu normal de voir le médecin se déplacer en voiture, nous avons aussi l'habitude de voir le plombier en faire autant. Bien plus qu'un mode ou un plaisir, c'est avant tout une nécessité vitale qui pousse un artisan, un commerçant ou même un manœuvre à acheter une voiture. Sans cette précieuse alliée, il ne pourrait pas réaliser à la concurrence. En tant que facteur de productivité, l'automobile contribue de manière spectaculaire à l'amélioration du niveau de vie et par là s'avère comme un des éléments moteurs du progrès de notre société industrialisée. Par ailleurs, l'automobile est un phénomène multiplicateur d'emplois et sa disparition priverait une importante partie de la population des pays développés de leur gagne-pain. Elle s'est révélée comme un moteur efficace, direct et indirect, une prise d'élan pour l'activité économique. Comme nous l'avons vu, c'est isolé du reste du monde, comme une tortue dans sa carapace, que l'homme a déplacé l'objectif de l'utilisation du véhicule automobile. L'homme moderne est habitué à faire ce qu'il veut chez lui. D'autant plus que l'extérieur est contraignant. Son chez lui est le refuge, où il échappe aux ennuis du monde, et la voiture est une partie de ce refuge. L'automobile est sa seconde peau. Par exemple, le spectacle de ces automobilistes qui font repousser leur bras gauche sur le rebord de la portière sur vitre baissée reflète une paix, un contentement extrême, pour le moins un sentiment de parfaite sécurité. Les plus désinvoltes d'entre eux se livrent parfois à un petit pianotement sur la coque de la tôle à laquelle leurs hanches s'appuient. Nous pouvons imaginer que les guerriers du Moyen-Âge, conscients d'être bien protégés dans leur armure, lorsque l'ennemi approchait, initiaient du bout des doigts sur l'acier qui recouvrait leurs cuisses ce même petit roulement de tambour qu'accompagne un sifflotement discret. L'acte de prise de possession se prolonge lorsque la main trouve une prise ferme sur le rétroviseur ou la manière de tenir le volant. Comme le souligne Pierre Daninos dans son automémoire, la prise de possession se fait progressivement. J'aime que le conducteur qui me précède m'indique qu'il va tourner à gauche en tendant franchement le bras, main ouverte. En revanche, je n'aime pas l'impétueux mouvement de l'index, autre doigt replié, qui veut dire je vais tourner, personne ne m'en empêchera. Freud, qui en vivant un peu plus tard, aura pu, grâce à l'automobile, compléter la liste de ses refoulements.
eût décelé ce genre de comportement malsain d'autorité. Mais l'impression de puissance crée fatalement désir et frustration. Chaque année, une centaine de milliers de voitures sont volées, le plus souvent par des jeunes. La plupart des voleurs sont des adolescents, ils n'ont pas atteint l'âge du permis de conduire. Ils anticipent. L'automobile est volée, violée, abandonnée. Le gendarme ne poursuit pas le voleur, ce n'est pas tout à fait un vol, c'est une prouesse. Un défi, un jeu, une extravagance, une revendication, quelque chose, une tentative de compensation ou de la négation d'une frustration active. C'est du moins la réponse qu'en fera celui qui sera pris en flagrant délit. Enfin, il agit comme le noble garde des sceaux d'une inflation au stade de l'adulte. Nous découvrons la ritualité des grandes personnes. C'est comme le note Alfred Sauvy, dans Les 4 roues de la fortune, une communion première, une première communion, mais nous n'en sommes pas dupes. Cela s'ajoute au despotisme de la police. Il faut une plaque d'immatriculation qui permette de vous pincer si vous commettez un impair, et des impairs il y en a beaucoup. Le besoin impérieux pour que le capital s'accroisse se fait sentir dans une société comme la nôtre. Il faut que les usines tournent, que l'argent circule, que les gens travaillent. Il faut que les voitures roulent. C'est ce qui est bon pour l'industrie de l'automobile, qui est bon pour l'industrie capitaliste. Un besoin insatiable de voitures sans cesse détruites, remontées, améliorées, fait mouvoir les rouages de l'activité économique, et ce, dans le seul objectif d'éviter la récession, le chômage et la crise. L'État français entretient ce besoin par le biais d'une économie qu'elle a lui-même façonnée en fonction de la civilisation de l'automobile, avec les pétroliers, les sidérurgistes, les verriers, les caoutchoucs et les constructeurs de véhicules. Si l'État laisse proliférer les banlieues dortoirs et les cités pavillons, il a omis de relier des cités nouvelles au centre commercial, distant de plusieurs kilomètres, dont elle dépend pour les approvisionnements les plus rudimentaires. Il a refusé aux habitants les moyens et le droit de remédier à cette absence de réseau, les contraignant à l'utilisation forcée de l'automobile. Nous pouvons voir dans l'organisation capitaliste une fragmentation des lieux, et où nous travaillons des lieux, et nous habitons, et des lieux où nous est possible de nous distraire, de nous cultiver, de nous rassembler, de vivre. La vie du travailleur est régie par une organisation qui oblige les individus à utiliser la voiture. Ah, que ferions-nous pas pour avoir le don d'ubiquité ou celui de téléportation et celui dans peu de se soucier de pouvoir les utiliser. Nous soulèverons dans la synthèse le problème de la pollution et des nuisances. Nous distinguerons les pollutions dites de proximité, toxiques et perceptibles, et les pollutions transportées à grande distance. Compte tenu de l'accroissement de la circulation automobile, les mesures mises en place permettent d'espérer le maintien, voire l'abaissement du taux de pollution émis par les moteurs à essence. Ce sont des phénomènes de dégradation de l'atmosphère à long terme, qui sont le plus susceptibles de mettre en question l'organisation des transports et les sources d'énergie qu'ils utilisent. Les émissions de moteurs thermiques doivent être analysées simultanément sous tous les angles de la pollution traditionnelle et de l'effet de serre. Mais il faut distinguer les moteurs à essence non dépollués, ceux à essence dépollués par des pots catalyses, et les moteurs diesel, entre autres choses. Leurs émissions sont tellement perceptibles, mais les réglementations et techniques d'épuration proposées soulèvent encore bien des difficultés. Si nous savons que décongestionner la circulation urbaine réduit la pollution, nous savons par ailleurs que cela accroît la vitesse, ce qui augmente certaines émissions. Quant aux nuisances, ce sont les bruits occasionnés, ce sont les principales citées par les citadins.
Nous savons que le bruit provoqué par les véhicules individuels croît très rapidement avec la vitesse. Les intersections se révèlent également très gênantes en raison des accélérations lors du passage au feu vert. Il n'existe pas d'accoutumance au bruit et celui-ci constitue donc pour de nombreuses personnes une véritable contrainte de la vie quotidienne. Notons que le recyclage et la récupération de l'industrie automobile sont selon les constructeurs de 80 à 85% le solde représentant l'effort à fournir pour la protection de l'environnement. Au total, c'est plus de 10% de la consommation nationale d'énergie qui sont directement consacrés à la fabrication de l'utilisation d'automobiles. De la même façon, les consommations de matières premières représentent une charge importante pour les importations. 38% pour le caoutchouc, 50% pour l'aluminium, 60% pour le plomb. Une contradiction apparaît pour faire des économies d'énergie et de matières premières. À court terme, augmenter la durée de vie pour économiser les matières premières. C'est ralentir l'introduction des progrès techniques dans le parc, ainsi que des possibilités d'économiser des carburants. Une voiture a une espérance de vie d'environ 10 ans. De même, l'espérance de vie des pièces de rechange, comme les filtres et les pièces, est prédéterminée. Une amélioration des véhicules et du comportement des conducteurs faciliterait un plan politicien stratégique qui tiendrait peut-être vers un meilleur bien-être, mais ceci reste encore à déterminer. Les accidents demeurent calamités dont les assurances surveillent attentivement les quotas. Des automémoires, Pierre Daninos, approchent l'état de fait de l'accident de route ainsi. Si j'avais disparu alors de la circulation, c'eût été la plus belle mort de ma vie. Que la mort peut être simple quand on y pense, et surtout quand il vous est permis de ne pas avoir le temps d'y penser. Dans la longue période d'abattement engendrée par le choc, il m'arrivait de regretter cette mort foudroyante. Si j'étais décédé cette nuit-là, tué au champ d'honneur, refoulé par un général en infraction, je mourrais en pleine forme, bronzé par le soleil tropical, jeune encore, n'ayant connu ni la décrépitude du grand âge, ni la puérilité de briguer les honneurs, etc. Par son humour, Daninos nous fait prendre conscience de l'inévitable rançon du progrès. Les mesures réglementaires de 1974, limitant la vitesse et rendant obligatoire port de ceinture de sécurité, ont été très largement suivies d'effet, mais depuis 1975, le nombre des tués par la route a cessé de décroître. Le non-respect de la limitation de vitesse joue un rôle prépondérant dans cette modification de la tendance. Il apparaît toutefois que piétons et deux roues sont les principales victimes des accidents mortels avec un taux de 45%. On peut noter à ce sujet que le mort marginal statistique utilisé pour l'allocation des crédits d'équipement vaut actuellement 55 000 francs, convertisseur en euros. En conclusion, il serait souhaitable, pour améliorer la fluidité du trafic automobile dans l'optique de réduire les pertes de temps, le bruit et la pollution dues aux embouteillages, que nous donnons une réelle priorité au transport en commun. Aujourd'hui, si tout tente de nous décourager d'utiliser l'automobile, avec notamment le prix du carburant, les stationnements payants, le prix des assurances, etc., il n'est pas pensable, du moins à court terme, de révolutionner nos habitudes, car ce serait l'État lui-même qui en serait le premier déficitaire. C'est la perpétuelle fuite en avant la route et les parkings appelant la voiture jusqu'à ce qu'il devienne impossible de circuler. Encore faudra-t-il que les transports en commun puissent prendre la relève, tout en formulant le nécessaire et de donner la priorité aux transports en commun. Les pouvoirs publics, majoritairement les tarifs du métro et des autobus de 60% en 1967, et suppriment toutes les automobilistes qui auraient renoncé définitivement, occasionnellement, à utiliser leur véhicule le matin et le soir. Ainsi, la ville deviendrait plus agréable, mais l'automobile
N'est-ce pas le symbole le plus encombrant et le plus spectaculaire de la contradiction où nous sommes quand nous prétendons développer les droits de tous en même temps que les privilèges de chacun? S'il semble particulièrement aigu dans le domaine de l'automobile, c'est parce qu'il est éclatant que le droit de rouler ou de stationner, entre autres, se fait, mais jusqu'à quand?